Il y a 6 minutes, le système d'alerte précoce le plus sophistiqué jamais construit est passé du mode veille à l'alerte totale en moins de 3 secondes. Pas parce qu'un capteur a mal fonctionné, pas parce qu'un algorithme a déclenché un faux positif, mais parce que 1000 missiles ont quitté leur plateforme de lancement dans la même fenêtre de 90 secondes. Et les satellites qui surveillent le golfe Persique les ont tous vus en même temps. Chaque réseau radar de Chypre au Negev suit maintenant des objets qui traversent la haute atmosphère à des vitesses qui compressent toute la logique stratégique de la guerre au Moyen-Orient dans les 28 prochaines minutes. 1000 missiles, 4 axes de lancement, 3 villes et une architecture défensive qui, selon toutes les estimations classifiées qui circulent entre Washington et Jérusalem en ce moment, interceptera quelque part entre 60 et 70% de ce qui arrive. Ce qui signifie qu'entre 280 et 400 ogives atteindront Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem. Peu importe tout ce que le système de défense aérienne le plus coûteux et le plus sophistiqué jamais assemblé par un État-nation moderne fera entre maintenant et le moment de l'impact, je veux que vous gardiez ce chiffre en tête, pas 1000. Le chiffre qui compte, c'est ce qui passe à travers. 280 ogives qui frappent 3 villes dans une seule attaque coordonnée, ce n'est pas un événement militaire au sens conventionnel de cette expression. C'est la destruction aérienne de l'infrastructure fonctionnelle d'une société moderne entière, dans une seule fenêtre opérationnelle. Et la question de ce qui se produit dans les heures suivant cet impact est celle qui va définir l'architecture stratégique de cette région et peut être de cette planète pour la prochaine génération. Pour comprendre pourquoi ce moment est différent de tout ce qui l'a précédé dans ce conflit, il faut comprendre ce que l'Iran construisait réellement. Pas tactiquement, pas en matière de nombre précis de missiles ou de configuration d'ogives, mais stratégiquement. Parce que ce qui est dans les airs en ce moment n'est pas une réaction à une seule frappe israélienne, ni une réponse à une provocation précise. C'est la phase terminale d'une campagne dont l'intention conceptuelle est visible dans sa structure depuis les 10 à 8 derniers mois, pour quiconque accepte de regarder au-delà des événements individuels et de lire la logique opérationnelle qui les relie. Chaque opération d'interdiction logistique, chaque frappe de précision contre des bases aériennes israéliennes dans le nord du Negev, chaque perturbation du réseau électrique le long du corridor côtier, chaque naufrage de destroyers dans les approches de la mer Rouge, c'était une couche. Une couche dans une architecture de campagne dont l'expression finale est 1000 missiles dans les airs simultanément depuis 4 axes géographiques. Et cela arrive à un moment où la profondeur défensive israélienne a été systématiquement dégradée, où le positionnement avancé américain a été attiré dans une posture qui privilégie la protection des forces plutôt que la portée offensive, et où la bande passante politique de chaque gouvernement occidental était tirée par des crises simultanées sur 3 autres théâtres. L'Iran n'a pas choisi ce moment au hasard. L'Iran a construit ce moment et la conception précise de l'architecture de lancement vous dit exactement la quantité de travail analytique qui a été investie pour la construire. 250 missiles sont partis de positions du Hezbollah répartis dans la vallée de la Bekaa et les montagnes du sud du Liban, le long de l'axe nord. La dispersion géographique de ces plateformes de lancement n'était pas un accident de commodité opérationnelle, c'était une distribution délibérée, conçue pour que les groupes de frappe préventive israéliens et les tirs de contre-batterie ne puissent pas supprimer tout l'axe nord avant que chaque lanceur soit déjà vide. Au moment où les F-35 israéliens ont atteint le premier ensemble de coordonnées, les missiles partis de ces coordonnées étaient déjà 40 km plus loin et en ascension. 150 missiles sont partis de positions de forces alignées sur l'Iran en Syrie, tirés depuis des emplacements dans la banlieue de Damas et dans le désert de l'Est syrien. Ces positions obligent la défense aérienne israélienne à diviser ses ressources d'engagement entre une menace venant du nord et une menace venant du nord-est, arrivant d'un angle légèrement différent et avec un profil d'altitude légèrement différent, à peu près au même moment. La géométrie d'un engagement simultané depuis 2 axes nord, à elle seule, dépasse le séquençage optimal d'interception que les batteries Iron Dome du nord d'Israël étaient positionnées pour gérer. 400 missiles sont partis d'installations de lancement du corps des gardiens de la révolution islamique sur le sol iranien. C'est l'axe principal. Cela transporte les configurations d'ogives les plus lourdes.
Il vise des infrastructures durcies, des nœuds de commandement et de communication, les systèmes physiques précis dont la destruction dégrade la fonction institutionnelle israélienne plutôt que simplement la capacité militaire israélienne. Et le volume de cet axe à lui seul, 400 missiles venant d'une seule direction de lancement, dépasse la capacité totale d'interception que n'importe quelle couche défensive individuelle du système israélien peut mobiliser contre un seul vecteur de menace. Le calcul de cet axe à lui seul brise le système. Les 3 autres axes ne sont pas supplémentaires à l'axe iranien principal. Ils sont le mécanisme qui garantit que l'axe principal submerge la défense. Parce que Iron Dome, Hero 3 et David Sling ne sont pas des systèmes infinis. Ce sont des systèmes finis avec des magasins d'intercepteurs finis, des fenêtres d'engagement radar finies et une capacité informatique finie pour le suivi simultané des cibles et le séquençage des engagements. 1000 missiles venus de 4 directions simultanément ne testent pas ces limites. Ils les dépassent par conception. Et puis, il y a les 150 missiles qui représentent le développement le plus significatif sur le plan opérationnel dans tout le paquet de lancement. Des plateformes maritimes dans l'est de la Méditerranée, tirant depuis des positions à l'ouest de la côte israélienne, génèrent un axe de menace que l'architecture intégrée de la défense aérienne israélienne n'a jamais été conçue pour traiter comme un vecteur d'engagement principal. Nord, nord-est, est et ouest simultanément. 360 degrés de géométrie de menace entrante. Chaque axe exige des ressources défensives dédiées, tous arrivant dans la même fenêtre d'interception. C'est l'accomplissement opérationnel vers lequel 4 décennies de doctrine militaire iranienne, de coopération technique russe et de développement d'armes par le corps des gardiens de la révolution islamique ont convergé, pas les missiles individuels. La géométrie qui rend impossible le calcul de l'interception, peu importe la performance de chaque couche défensive prise isolément. Iron Dome fonctionnera à un taux d'interception égal ou proche de son taux historique contre les menaces qu'il engage. Arrow 3 interceptera un pourcentage important des ogives balistiques qu'il acquiert dans son enveloppe d'engagement. David Sling comblera des lacunes que ni l'un ni l'autre des 2 autres systèmes ne peut couvrir. Chaque navire de guerre américain dans l'est de la Méditerranée tire maintenant chaque intercepteur qu'il transporte sur chaque cible qu'il peut acquérir depuis sa position actuelle. Et c'est pas suffisant. Cela n'allait jamais être suffisant. C'est le calcul que l'Iran a fait, vérifié, raffiné, puis finalement mis en œuvre. Les 3 villes ciblées n'ont pas été choisies parce qu'elles représentent la plus forte concentration de capacités militaires israéliennes. Elles ont été choisies parce que leur destruction simultanée produit un effet combiné politique, économique, psychologique et civilisationnel qu'aucune autre combinaison de cibles sur le territoire israélien ne pourrait générer. Tel Aviv concentre environ 60% du produit intérieur brut israélien dans son corridor métropolitain. Le secteur technologique, l'infrastructure bancaire, les institutions médiatiques, les ministères gouvernementaux, les centres de recherche universitaires qui permettent à Israël de fonctionner comme une économie moderne et concurrentielle ne sont pas répartis sur tout le territoire israélien. Ils sont concentrés dans le corridor côtier parce que c'est là que le développement économique israélien s'est concentré depuis 50 ans. Détruire l'infrastructure fonctionnelle de Tel Aviv n'endommage pas l'économie d'Israël. Cela enlève la fondation institutionnelle sur laquelle repose l'existence économique d'Israël comme État moderne. Haïfa est l'ancrage industriel et logistique du Nord. Le port traite une fraction critique du volume des importations israéliennes. Les raffineries de la baie représentent la majorité de la capacité israélienne de traitement du carburant. Détruisez Haïfa et vous n'endommagez pas seulement le nord d'Israël. Vous éliminez la base d'infrastructures physiques dont tout effort de reconstruction d'après-conflit dans le pays aurait besoin. L'Iran ne cherche pas à blesser Israël. L'Iran cherche à éliminer la capacité d'Israël à se remettre d'avoir été blessé. Jérusalem relève d'un calcul d'un tout autre ordre. Jérusalem est la seule cible dans tout ce paquet de frappes
dont la destruction produit un effet politique qui dépasse les frontières de ce conflit, dépasse les frontières de cette région, et entre dans le calcul décisionnel de chaque gouvernement sur Terre qui compte une population chrétienne, juive ou musulmane. Chaque Américain issu d'un milieu évangélique, chaque communauté juive dans chaque ville occidentale, chaque population musulmane du Maroc à l'Indonésie regarde maintenant 1000 missiles descendre sur la ville dont la signification spirituelle est placée par sa tradition religieuse au centre de l'histoire humaine. La pression politique que ce fait précis génère sur l'administration américaine dans les 28 prochaines minutes n'est comparable à rien de ce que ce conflit a déjà produit. Et les planificateurs stratégiques iraniens savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont inscrit Jérusalem sur la liste des cibles. La télévision d'État iranienne a diffusé l'annonce du lancement dans les 60 secondes suivant le début de la salve. Le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique est apparu à l'écran avant qu'un seul missile ait atteint l'espace aérien israélien. Il a dit au monde que 1000 missiles avaient été lancés contre les 3 principaux centres de population de ce qu'il a appelé l'entité sioniste et que cela représentait la phase opérationnelle finale de la campagne défensive de l'Iran en réponse à des décennies d'agression israélienne. Public, en direct, délibéré, avant tout impact, parce que le compte à rebours de 28 minutes est lui-même une arme. La conscience de ce qui arrive et l'incapacité démontrée de l'arrêter constituent une opération dirigée simultanément contre 4 millions de civils israéliens qui se dirigent vers les abris en ce moment, contre la capacité du gouvernement israélien à fonctionner sous un niveau de pression qu'il n'a jamais connu auparavant, et contre la capacité de l'administration américaine à autoriser une réponse militaire significative dans un délai que 28 minutes ne permettent pas. L'administration Trump a publié un message sur Truth Social dans les 4 minutes suivant la diffusion iranienne. La déclaration était sans ambiguïté. Tout missile qui frappera Jérusalem recevra une réponse américaine immédiate et écrasante à laquelle l'Iran ne survivra pas. L'invocation de Jérusalem, précisément dans une déclaration émise avant l'impact, n'est pas un positionnement rhétorique. C'est le signal politique d'une administration qui comprend exactement quelle circonscription intérieure le ciblage de Jérusalem a activé et exactement ce que ces circonscriptions exigeront dans les heures suivant l'impact. La déclaration de Netanyahou depuis l'installation de commandement durci a duré 47 secondes. 47 secondes. Les citoyens doivent chercher l'abri disponible le plus profond. Chaque système défensif est engagé. Israël tiendra bon et répondra. La brièveté de cette déclaration communique l'évaluation interne de la direction israélienne, plus précisément que n'importe quelle déclaration plus longue ne pourrait le faire. C'est pas un moment pour le cadrage politique. C'est un moment pour que les gens soient sous terre. Maintenant, considérez ce qui se passe lorsque la fenêtre d'interception se ferme et que les ogives qui traversent l'enveloppe défensive atteignent leur cible. Parce que ce moment n'est pas la fin de cette crise. C'est le point où la crise entre dans sa phase la plus dangereuse et la moins prévisible. La première option de réponse est une riposte militaire conventionnelle américaine immédiate et à grande échelle contre le territoire iranien. Des frappes complètes contre l'infrastructure de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, les installations gouvernementales iraniennes, la direction militaire iranienne, possiblement la direction iranienne elle-même. C'est la réponse que la culture politique américaine exigera le plus puissamment dans les heures suivant l'impact. Le ciblage de Jérusalem à lui seul garantit un environnement politique intérieur dans lequel toute réponse inférieure à une riposte conventionnelle massive devient politiquement indéfendable, quels que soient les risques stratégiques qu'elle comporte. Le problème stratégique avec la riposte conventionnelle, c'est le contexte nucléaire dans lequel elle se produit maintenant. L'Iran a déjà mené un essai nucléaire atmosphérique au-dessus du golfe Persique. Cet essai a changé le calcul d'escalade de chaque option sur le menu de réponse américain. Des frappes conventionnelles américaines sur le sol iranien se produisent désormais dans une ombre nucléaire. Et selon le comportement stratégique iranien, le seuil d'emploi dans cette ombre nucléaire est considérablement plus bas que ce que les analystes occidentaux supposaient avant l'essai.
Chaque paquet de frappes américaines contre le territoire iranien porte une probabilité non nulle de déclencher une réponse nucléaire iranienne contre des positions avancées américaines dans le Golfe, contre des infrastructures d'État du Golfe dont la destruction produirait des conséquences sur les marchés mondiaux de l'énergie qui se répercuteraient sur toutes les grandes économies, ou contre des centres de population israéliens avec la capacité nucléaire que l'Iran a conservée après la démonstration atmosphérique. Le plafond de ce scénario n'est pas déterminé par la capacité militaire américaine. Il est déterminé par la prise de décision nucléaire iranienne sous pression maximale. La deuxième option est l'intervention internationale. Une session d'urgence du Conseil de sécurité visant à obtenir un cadre de cessez-le-feu avant que la dynamique de représailles générée par 1000 missiles sur 3 villes ne s'accélère vers quelque chose que la capacité nucléaire iranienne rend potentiellement irréversible. Chaque gouvernement qui n'est pas directement impliqué dans ce conflit réclame exactement cela en ce moment. Le problème opérationnel de cette option est structurel. La Russie et la Chine détiennent des vétos au Conseil de sécurité. Toute résolution contraignante limitant l'action militaire iranienne exige leur accord. Leur accord n'est disponible dans aucun calendrier que les prochaines 24 heures produisent. Et l'écart entre la vitesse à laquelle les institutions internationales délibèrent et la vitesse à laquelle les dynamiques d'escalade se déploient dans cet environnement n'est pas un inconvénient procédural. C'est l'écart entre une escalade gérée et une escalade non gérée. La troisième option est celle que le ciblage de Jérusalem a rendue plus politiquement réalisable à Washington que tout développement précédent dans ce conflit. Elle est aussi plus stratégiquement dangereuse que toute option jamais apparue auparavant sur un menu de réponse nucléaire américain. L'emploi nucléaire américain contre des cibles militaires iraniennes, non pas en réponse à une frappe nucléaire iranienne, mais en réponse à des frappes de missiles conventionnels sur les villes d'un allié américain, justifiées par la signification civilisationnelle et politique de Jérusalem comme cible délibérée, et par les circonscriptions politiques intérieures, dont le cadre émotionnel et moral traite la destruction de Jérusalem comme une attaque contre quelque chose qui existe hors des catégories normales du calcul militaire et économique. La doctrine nucléaire américaine n'autorise pas automatiquement cette réponse. La doctrine n'a jamais automatiquement contraint la prise de décision nucléaire américaine lorsque la pression politique entourant un moment précis est suffisante. La personne qui détient l'autorité d'ordonner l'emploi nucléaire américain lit des options de réponse en ce moment, tout en regardant 1000 missiles descendre sur 3 villes. Que la pression politique de ce moment précis produise ou non un emploi nucléaire dépend entièrement d'un seul jugement humain, exercé dans des conditions de pression temporelle maximale, de pression politique maximale et d'incertitude stratégique maximale. Et le monde que produit l'emploi nucléaire américain n'est pas simplement un monde dans lequel la capacité militaire de l'Iran est détruite, c'est un monde dans lequel le seuil nucléaire a été franchi par la plus puissante armée conventionnelle de l'histoire humaine en réponse à une frappe de missiles conventionnels. Les précédents établis dans ce monde dépassent largement ce conflit, dépassent largement cette région, et entre dans les calculs stratégiques de chaque État doté de l'arme nucléaire qui regarde ce moment se dérouler et tire des conclusions sur les conditions dans lesquelles l'emploi nucléaire devient une réponse politique disponible à une attaque conventionnelle suffisamment provocatrice. Ce qui est dans les airs en ce moment au-dessus de l'est de la Méditerranée n'est pas une salve de missiles au sens analytique conventionnel de cette catégorie. C'est l'expression terminale d'une campagne stratégique qui a systématiquement démantelé les hypothèses sur lesquelles l'architecture de sécurité de cette région a fonctionné pendant les 30 dernières années. L'hypothèse selon laquelle la profondeur de la défense aérienne israélienne, combinée à la présence militaire avancée américaine et à la menace d'une riposte américaine écrasante, constituait une dissuasion suffisante pour empêcher une première frappe iranienne de cette ampleur. Cette hypothèse est empiriquement réfutée en temps réel par 1000 objets qui traversent la haute atmosphère vers 3 villes. En 3 décennies d'analyse des conflits, j'ai placé très peu d'événements militaires individuels dans la catégorie des moments qui modifient de façon permanente l'environnement stratégique qui les suit. Les événements des 22 prochaines minutes appartiennent à cette catégorie. Non pas parce que les armes qui descendent en ce moment sont les plus destructrices jamais utilisées par un acteur étatique dans une campagne militaire, mais parce que 4 facteurs se combinent.
L'ombre nucléaire au-dessus de chaque option de réponse disponible. Le poids civilisationnel de Jérusalem comme cible délibérée, l'échec démontré du système intégré de défense aérienne le plus avancé au monde à intercepter ce qui arrive. Et le calendrier compressé dans lequel les décisions les plus lourdes de conséquences de ce conflit doivent être prises. Ensemble, ces facteurs font de ce moment l'événement unique le plus stratégiquement dangereux de l'histoire moderne de la région. Lorsque les ogives qui traversent l'enveloppe défensive atteindront leur cible, le monde qui existera de l'autre côté de cet impact ne sera pas le monde qui existait il y a 28 minutes. Et les décisions prises dans les heures suivant l'impact par les personnes assises dans des installations de commandement durci à Washington, Jérusalem, Téhéran, Moscou et Pékin sont les décisions qui détermineront ce que ce monde deviendra. Les missiles sont dans les airs. L'horloge tourne. Et le monde est sur le point de découvrir si l'architecture de dissuasion qui a empêché ce conflit de franchir ses seuils les plus catastrophiques était une réalité stratégique durable. Ou si elle n'était qu'un équilibre temporaire que la patience stratégique iranienne et la planification stratégique iranienne viennent de faire disparaître pour toujours.